œuf maillot, le podcast Native qui vous met l'eau à la bouche. Bonjour Johan Hubert, on n'a plus besoin de vous présenter, vous êtes le maître en matière de potager urbain. Il n'y a pas d'équivalence dans le monde et on s'en réjouit. Vous avez incubé une ferme urbaine en plein Paris, sur les toits des Galeries Lafayette, et vous avez mis en place aussi une technologie vertueuse, innovante, créatrice d'emplois, dépolluante, locavore, qui est basée sur le recyclage des matériaux, des eaux grises et des eaux de pluie très peu valorisées en ville, et le tout rend le béton fertile. Alors concrètement, c'est de la magie ? Non, c'est pas de la magie, c'est une véritable volonté de créer une approche qui vise à entamer la transition des villes, puisqu'aujourd'hui les villes doivent se transformer en des lieux qui sont capables de gérer leurs ressources, dans des lieux qui sont aussi capables de répondre à la question de comment vivre de plus en plus nombreux en ville, tout en conservant une qualité de vie, voire même de l'améliorer, tout en réfléchissant aussi sur un modèle d'alimentation qui aujourd'hui trouve ses limites et qui demande à être renouvelé. Et donc c'est effectivement le travail que nous développons avec l'entreprise Sous les Fraises, c'est aujourd'hui d'aborder cette thématique de la ville et de l'alimentation à travers la création de petits paradis qui permettent à tout le monde d'en profiter, mais tout en ayant la notion de gestion de l'eau, de gestion des biodéchets, pour que justement la ville de demain soit plus créatrice de ressources et d'externalités positives. Afin d'établir aujourd'hui un bilan de Sous les Fraises, est-ce que vous pouvez nous donner quelques dates clés depuis le début des recherches qui vous ont mené aux 9000 m² de ferme urbaine cultivée à Paris ? Et combien d'années ont été nécessaires pour obtenir ces résultats qui sont si probants aujourd'hui ? Alors, il a fallu à peu près 20 ans. Pourquoi 20 ans ? Puisqu'il y a toute une bonne dizaine d'années, donc les premières années, qui ont été une véritable réflexion autour de la transition environnementale, comme je le disais, mais également comment est-ce qu'on crée dans la ville des espaces pour accueillir la nature, la biodiversité dans sa plus grande, dans sa représentation la plus grande, mais également comment est-ce qu'on en fait pour que l'homme puisse à la fois se l'approprier et être son meilleur protecteur. Et ce travail-là ne découle pas d'une solution qui serait née dans un laboratoire. C'est une solution qui est née en fait de la confrontation de cette approche-là avec la réalité du terrain. Et donc il a fallu pendant 10 ans expérimenter à l'échelle du logement, expérimenter à l'échelle des bâtiments publics, expérimenter à l'échelle de la vie, de l'espace urbain, comment est-ce qu'on pouvait justement créer cette nouvelle valeur, comment est-ce qu'on pouvait l'implanter durablement et comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte qu'elle puisse être économiquement rentable, puisqu'évidemment créer de la nature en ville ne peut pas être un centre de coût, puisque sinon elle n'existera jamais. Elle doit être génératrice à la fois de valeur évidemment environnementale, mais également de valeur économique. Et donc cela a pris effectivement 10 ans de trouver comment est-ce qu'on pouvait développer cette approche-là. Et ensuite, il a fallu 10 nouvelles années pour pouvoir développer ces outils-là afin qu'ils puissent s'implanter sur une pluralité d'espaces bâtis pour que nous puissions avoir une solution qui soit quasiment une panacée. Est-ce que pour vous, l'appel d'offres de la ville de Paris fait partie d'une date clé qui a permis de transformer les essais et expérimentations à plus grande échelle ? L'appel à projet de la ville de Paris sur les végétalisations innovantes a été pour nous un déclencheur. Nous étions à Grenoble en train de travailler sur la création d'un écoquartier qui existait déjà, mais pour travailler justement sur comment est-ce qu'on fait pour qu'un quartier ancien de la ville, du centre-ville ancien, puisse devenir une sorte d'écoquartier sans tout raser, sans tout reconstruire. Donc une très belle expérimentation avec de la production sur un toit, avec la stimulation d'un réseau d'acteurs locaux. Et lorsque cette nouvelle est apparue, nous avons pris à peu près 5 à 10 minutes pour prendre notre décision et nous avons fait nos bagages et nous sommes partis. En laissant à Grenoble des acteurs capables de prendre la suite de notre travail et en s'inspirant nous de notre connaissance pour apporter au grand jour finalement une approche qui visait à la fois donc la production maraîchère, puisque c'est ce que nous avions proposé à l'époque à la ville de Paris, et puis d'être accueillis en fait dans un contexte et un environnement extrêmement favorable et bienveillant pour favoriser cet essor-là, puisque créer depuis rien 10 000 m² de nature en 2 ans, 2-3 ans comme nous l'avons fait, il a fallu évidemment d'avoir le soutien des politiques publiques, puisque c'était absolument essentiel pour nous de pouvoir nous développer dans ce contexte-là. En 2017, dès l'ouverture des États généraux et l'alimentation voulue par le gouvernement, on parle de fracture alimentaire et d'inégalités scandaleuses. Un manifeste de chefs, de paysans et d'acteurs de l'alimentation interpelle les pouvoirs publics sur le bien manger, un droit inaliénable pour tous sans condition de revenu.
Une utopie dont les valeurs sont bien manger, mieux être, résilience écologique et économique se réalise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes devenu un acteur majeur grâce à Sous les fraises ? Alors, évidemment, je pense que c'est tout à fait légitime que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine. Je pense que c'est absolument indispensable aujourd'hui qu'on réinterroge notre modèle d'alimentation. Et évidemment, la façon dont on produit, la façon dont on vend et la façon dont on va justement acquérir ce produit. Puisque pendant à peu près 20 ans ou 30 ans, on a les grands groupes de l'agroalimentaire, on pensait que c'était le prix qui était important. On pensait qu'il fallait absolument que les choses soient le moins chères possible pour qu'on puisse s'alimenter, ce qui a entraîné en fait une destruction de valeur générale au terme d'agriculture, mais aussi en termes de distribution et de biens pour les consommateurs. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'effectivement, tout le monde se rend compte que la part de dépenses des ménages concernant l'alimentation n'a fait que diminuer ces dernières années. Alors qu'aujourd'hui, on peut envisager de la faire augmenter, sans forcément limiter le pouvoir d'achat des gens, ni même la qualité des produits. Sauf qu'en augmentant cette partie-là, on peut donner potentiellement à un certain nombre d'acteurs la possibilité d'exister. Exister en payant réellement des personnes qui vont produire, en payant véritablement le coût de notre alimentation, et donc ce qui nous permettrait dans les années qui viennent, et de façon extrêmement rapide, d'atteindre en fait un niveau de qualité bien supérieur à celui que nous avons aujourd'hui. Donc la destruction de certaines filières et la reconstruction d'autres filières aujourd'hui est un acte clé qui est en train de créer un équilibre et qui va nous permettre, et moi je suis extrêmement positif là-dessus, de pouvoir entamer une transition environnementale, notamment dans le domaine de l'alimentation, qui peut être extrêmement positive pour notre société. Et est-ce que Sous les fraises aujourd'hui est un acteur majeur de cette démarche-là ? Je peux vous dire que oui. Pourquoi ? Puisque nous sommes le trait d'union entre une agriculture qui se veut profondément respectueuse de l'environnement, mais nous sommes aussi le trait d'union avec la ville et l'homme en général. C'est-à-dire que nous sommes aussi, en étant au cœur des villes et en ayant cette démarche de production de qualité, sans pesticides, sans herbicides, nous avons une véritable mission de transmission de ces valeurs-là. Et nous avons aussi l'occasion aujourd'hui, c'est ce qui est profondément remarquable dans notre travail, c'est de le partager, et cette volonté de le partager au quotidien. Ce qui permet à tout le monde de découvrir que l'on peut produire en respectant l'environnement, que l'on peut produire en ayant des externalités positives, c'est-à-dire en créant de la valeur sur à la fois des bâtiments, évidemment, puisque c'est essentiellement le travail de Sous les fraises aujourd'hui, mais d'avoir une véritable action dans la recherche culinaire, par exemple aussi, puisque nous travaillons énormément avec des chefs qui remettent au goût du jour des produits voire anciens, qui n'avaient plus de viabilité dans le domaine, dans le circuit économique conventionnel, puisqu'effectivement la logistique et les différentes centrales d'achat permettaient en fait d'organiser la distribution de notre alimentation quotidienne, mais effectivement ont dû par nécessité faire des choix sur les produits qui allaient être vendus. Donc aujourd'hui, l'agriculture urbaine, telle que nous la concevons, c'est le renouveau de certain nombre d'espèces végétales, c'est la réconciliation de l'homme avec le vivant, et c'est également en fait l'intégration de la nature dans la ville. Quel est le secret de Sous les fraises pour atteindre un point d'équilibre tout juste 1 an après la fin du test expérimental réalisé sur les toits des Galeries Lafayette ? Comme beaucoup d'agriculture bio, nous nous considérons chez Sous les fraises comme des makers. C'est-à-dire que nous faisons, nous pensons et nous agissons. Nous faisons l'union entre notre pensée et nos projets avec la façon de pouvoir les matérialiser. Ce qui nous permet en fait de faire énormément d'économies. C'est-à-dire que, je vais prendre quelques exemples, les automatismes que nous utilisons pour produire nos plantes, qui permettent en fait d'arroser systématiquement, d'avoir un retour quotidien sur comment fonctionnent nos plantes, nous les avons créés nous-mêmes. Mais nous avons également aussi travaillé sur comment est-ce qu'on produit nos plantes, comment est-ce qu'on les cultive, mais également on va les planter ces plantes. Donc c'est vrai que toutes les personnes que vous avez aujourd'hui dans Sous les fraises sont capables de penser des projets à grande échelle, mais sont capables aussi de mettre la main dans la terre. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est ce qui fait que nous avons un modèle économique qui est rentable, et c'est ce qui fait également aussi que nous avons la connaissance des différents aspects de notre travail qui nous permettent de faire des économies. C'est-à-dire que nous maîtrisons notre chaîne de production quasiment du début, c'est-à-dire du support de culture, jusqu'à la récolte, voire la valorisation avec certains produits que nous produisons aujourd'hui, comme les bières. Et c'est vrai que d'avoir cette compétence qui est extrêmement transverse nous permet en fait d'effectuer de véritables économies, de trouver des modèles économiques qui sont extrêmement différents de ceux que l'on peut retrouver en dehors de la ville. Également, nous n'avons pas exactement les mêmes objectifs puisque nous ne sommes pas soumis aux mêmes contraintes en termes de distribution. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement en ville, donc nous sommes au plus près des lieux de consommation, ce qui nous permet en fait de faire d'énormes économies en termes de logistique.
et d'intermédiaires, évidemment. Puisque lorsque nous vendons directement au consommateur final, nous évitons 2 à 3 intermédiaires et un transport, ce qui représente aujourd'hui à peu près 50 à 60% du coût d'un produit. Johan, où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Est-ce que c'est possible d'acheter vos produits non transformés ? Alors aujourd'hui, les produits frais sont vendus essentiellement à des chefs. Nous avons trouvé la solution pour pouvoir distribuer ces produits, en tout cas qu'ils les aient dans leurs assiettes, ou en tout cas pour leurs clients au quotidien. Et nous avons une approche aujourd'hui qui vise effectivement à travailler avec le consommateur final, ce qui est aujourd'hui une grande fierté pour nous. Et nous allons proposer dans les semaines qui viennent toute une gamme de produits qui pourront être achetés par des citadins et des habitants de Paris. Évidemment, il y a une histoire de taille. Donc aujourd'hui, on est capable de distribuer à des chefs, on est capable de transformer des produits. Pour vendre des produits frais à tout le monde, il va falloir qu'on grandisse encore un petit peu. Sinon, il y a un petit peu de frustration qui peut se créer. On a créé le premier séchoir à Paris. Donc on a créé un séchoir de plantes aromatiques. Effectivement, là nous sommes rentrés dans une logique extrêmement professionnelle puisque nous allons jusqu'à la production de nos propres infusions. Le principe prioritaire dans les nouvelles méthodes d'agroécologie et de permaculture est que ce qui vient de la terre retourne à la terre. Est-ce le cas pour Sous les fraises ? D'où proviennent vos nutriments organiques ? On a développé une technologie qui permet en fait de traiter les biodéchets. D'un côté en créant un résidu type compost, mais ce compost nous le divisons en 2 parties. La partie solide un peu appauvrie et la partie on va dire liquide qui est extrêmement enrichie puisqu'effectivement elle a pris à la partie solide tous les nutriments. Donc ça nous permet d'ajuster au quotidien et sur toute la durée de la saison l'alimentation des plantes, tout en ayant en fait un regard extrêmement proche de la valorisation des ressources au plus près de l'endroit où elles ont été, on va dire, utilisées. Tous les déchets de nos propres installations sont tous revalorisés. Ça, c'est la première chose, la première étage de la fusée, j'allais dire. Le second étage, c'est de travailler avec des lieux qui justement sont proches de nos lieux de transformation. Donc aujourd'hui, pour avoir des matières premières, voilà, le séchoir il est installé au marché Saint-Martin. Donc il y a des frimeurs, il y a tout un tas de commerces qui permettent en fait d'avoir une source de biodéchets constante. Évidemment aujourd'hui, ça serait très intéressant de travailler avec les restaurateurs. Mais là aujourd'hui on n'a pas encore tout à fait trouvé la solution pour ne pas un peu marcher sur la tête, c'est-à-dire d'avoir une solution qui va être plus énergivore que celle de... Parce qu'évidemment il faut aller chercher ces déchets, il faut les ramener et c'est plein de restaurants, on a quasiment 100 restaurants. Donc ça devient... Enfin, il n'y a pas d'économie aujourd'hui sur le déchet pour justement valoriser quelques kilos que vous iriez chercher chez un restaurateur. Donc il y a encore des choses à faire évoluer, ce qui est intéressant, ce qui est d'ailleurs passionnant pour l'avenir. Et on a effectivement des réflexions qui sont très poussées sur comment est-ce qu'on fait pour justement générer et conserver cette valeur sans qu'elle soit détruite par les restaurateurs justement. Vous travaillez avec 100 restaurants ? Et qui exploite les installations ? Les collaborateurs ? Alors, il peut y avoir des cas où c'est le propriétaire qui exploite, parce que c'est des petites installations et c'est fait éventuellement pour les collaborateurs de l'immeuble. C'est assez rare. Mais nous, oui, en général, on est sur la conception, l'installation et l'exploitation. Parce qu'on ne peut pas concevoir un outil... l'exploitant ne peut pas recevoir un outil qui a été pensé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que imaginez qu'on ne fasse que des conceptions. Ça peut être extrêmement intéressant, mais pour de la production à grande échelle, il faut absolument qu'on puisse transmettre ensuite la façon dont ça se fait. Donc soit on exploite en temps propre, soit on forme quelqu'un pour le faire. Et lorsqu'il s'agit en fait de travailler sur des immeubles, on va dire des surfaces un peu plus réduites, eh bien on apprend éventuellement aux usagers du bâtiment, donc aux salariés de l'entreprise éventuellement, à s'occuper eux-mêmes de leur site. Et ensuite on leur donne toutes les clés pour qu'ils puissent soit être rentrés dans une véritable revalorisation des produits qu'ils ont récoltés de différentes façons. Par exemple, on travaille beaucoup aujourd'hui avec certaines entreprises pour qu'ils on fait leurs infusions. C'est génial, vous êtes sur votre toit, vous produisez vos propres infusions et puis ensuite tout au long de l'année, vous les avez dans vos bureaux, dans les différents les tea rooms, je crois que c'est ça, non ? C'est une fierté pour les personnes d'avoir contribué à créer un produit noble qui va être ensuite consommé dans des moments de détente ou de repos, peu importe. Et c'est vrai qu'à partir de là, on continue nous-mêmes à remplir notre mission, puisque notre mission qui est celle de rapprocher l'homme de la nature et d'avoir des environnements urbains beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et bien là, on arrive à une solution qui fonctionne à la fois pour tout le monde, pour nous, mais pour eux aussi, et pour la ville en général. Je rajouterai une dernière chose, je ne sais pas si c'est la fin, mais pour moi, la transition environnementale, ça doit se faire dans un climat non anxiogène.
On est tous on sait que c'est pas forcément évident. On sait que le monde dans lequel on vit, il est complexe. Mais évidemment, aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas en s'apitoyant, ce n'est pas en s'alarmant qu'on arrivera à changer, mais plutôt en apportant des initiatives et des propositions qui vont améliorer notre cadre de vie, nous simplifier la vie, nous rendre la vie plus confortable, tout en ayant en fait une véritable démarche environnementale, que l'on arrivera à faire une véritable transition environnementale qui emmènera tout le monde. Sous les Fraises a identifié des milliers de mètres carrés à Paris de sites potentiellement intéressants pour installer des fermes urbaines. Alors, quels sont les freins à votre développement ? Est-ce qu'il existe des points de blocage dans la réglementation ? Alors, la réglementation, aujourd'hui, la ville de Paris, sur le PLU, a fait un véritable effort, et ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à nous développer. La réglementation, évidemment, va devoir évoluer, mais plus qu'en termes d'environnement et de nature, enfin en termes d'agriculture et de nature, dans le sens en fait de la gestion de l'eau. Aujourd'hui, en France, on est une des dernières législations les plus complexes et parfois même avec certaines absurdités en termes de gestion de l'eau. Parce que ça dépend de différentes compétences. Et toutes ces compétences ne sont pas forcément toujours accordées lorsqu'elles ont réglementé la gestion de l'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a besoin d'harmoniser ces aspects-là et de faire en sorte qu'on puisse et qu'on doive gérer les eaux grises, par exemple, de tous les bâtiments. C'est absolument fabuleux d'avoir une ressource à portée de main qui est aussi de bonne qualité, puisque les eaux grises, lorsque vous êtes savonné un peu les mains et que vous êtes lavé les mains, il y a absolument très très peu de polluants. La savon, c'est du potassium. Donc évidemment, il y a cette approche-là qui est absolument nécessaire, puisque de traiter les eaux de l'immeuble, les eaux grises de l'immeuble in situ, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez travailler, si vous voulez biofiltrer sur le toit, sur les îlots de chaleur. Vous allez donc créer un îlot de fraîcheur. Et ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez pouvoir cultiver des plantes, ce qui est plutôt positif, donc accueillir de la biodiversité, mais en même temps, vous allez vous transformer en station de biofiltration de l'eau, puisque vous allez restituer à l'atmosphère une eau pure. C'est-à-dire que le souci, c'est comme le compost ou la gestion des biodéchets ou la gestion des déchets à grande échelle, c'est que lorsqu'on a beaucoup de ressources, de l'eau, des biodéchets, et quand on a décidé de les amener toutes à un même endroit, il y a une détérioration de la qualité du produit tout au long de la chaîne d'accumulation. Par exemple, je prends des exemples sur lesquels on avait travaillé à Grenoble dans le compost, où on s'était dit, il y a plus de 20 ans, écoutez, on va faire du compost, tous les biodéchets, tous les déchets verts, on va les récupérer, on va les mettre dans des grandes plateformes de compostage, et ensuite les agriculteurs pourront venir piocher. L'idée est excellente, en réalité. Le souci, c'est que récupérer autant de déchets et les compiler au même endroit, en fait, on n'a pas pu maîtriser la qualité de ces déchets-là. Plastique, piles, verre. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a pollué des dizaines d'hectares. Puisqu'en fait, ça a été comme véritablement vendu à des agriculteurs, comme du compost, sauf que le compost n'était pas de bonne qualité. Et ça, c'est essentiellement dû au fait à l'accumulation, puisqu'on ne maîtrise pas en fait la quantité. Alors que si demain, tous les bâtiments, à l'échelle du bâtiment, on devient responsable à ce niveau-là, eh bien en fait, on conserve une qualité du produit, que ce soit de l'eau ou du biodéchet, et on atteint en fait une performance qui est optimum. Johan, est-ce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire pour aborder la transition ? Alors il y a de l'éducation, il y a de la transmission, mais il y a également aussi la mise au point d'outils. Alors ces outils, finalement, ils existent. Il y a aussi beaucoup de bon sens, et il y a aussi des lobbies qui peuvent peut-être soit s'orienter vers de nouvelles préoccupations, ou peut-être accepter de la transition dans laquelle nous sommes en place, parce qu'effectivement, à trop retenir, parce que finalement, rien n'arrêtera la transition, clairement. Vous avez une industrie qui fonctionne d'une certaine façon, c'est de l'emploi, c'est des habitudes, ce sont des marchés qu'on a acquis. Le fait de se remettre en question, c'est extrêmement anxiogène. Trouver des solutions, c'est quasiment impossible, puisqu'effectivement, on est encore une fois dans une révolution industrielle qui est en train de s'affirmer. Comme toutes les révolutions industrielles qui sont aujourd'hui en train de se matérialiser, eh bien, on a de la destruction d'emplois et de la création d'emplois. C'est normal, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, on commence à avoir une vraie recul dessus, puisque c'est pas la première. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, soit on attend de se la prendre en pleine poire et effectivement d'avoir des destructions massives d'emplois et d'essayer de réagir dans ce sens-là, soit évidemment on accepte que des nouveaux acteurs se mettent sur le marché, créent de l'emploi, créent une nouvelle économie et permettent à ceux qui sont en transition d'affirmer cette transition. C'est une décision de société. C'est une décision d'entreprise aussi, effectivement, et c'est aussi une décision politique à avoir. Et un courage politique à maintenir dans le temps, puisqu'effectivement, c'est très difficile de maintenir cette démarche-là et de savoir qu'il faut anticiper cette transition.
Après, cette transition, elle va s'organiser dans les années qui viennent. Moi, je suis extrêmement positif sur le fait que ça va se faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ma seule volonté aujourd'hui, ça serait que, effectivement, dès à présent, les grands groupes qui sont amenés à se transformer profondément puissent faire appel à des entreprises comme nous pour les accompagner sur cette transformation. Puisque de l'intérieur, c'est très difficile de changer. C'est absolument essentiel, il faut qu'ils aient le courage et qu'ils soient suivis. C'est-à-dire que ce n'est évidemment pas pour le mal de qui que ce soit, c'est pour le bien d'un pays entier, c'est pour le bien d'une société qui a besoin de se transformer. C'est nécessaire. Demain, les grands groupes d'aujourd'hui pourraient être demain des groupes encore plus puissants, mais il faut aussi qu'ils puissent aussi accepter de transformer un petit peu leur business model, puisque aujourd'hui, ces business models qui sont construits sur un monde où les ressources sont infinies sont désuets, clairement désuets. Et soit on attend de nouveaux acteurs qui arrivent et qui vont bousculer ces données-là. On le voit profondément aujourd'hui avec, par exemple, l'agroalimentaire ou la distribution. Certains grands acteurs de l'agroalimentaire qui ont compris, certains, pas tous, que ce qui arrivait, par exemple, d'autres pays comme des États-Unis ou de Chine, en termes d'agroalimentaire, allait profondément bouleverser leur modèle économique. Et donc effectivement, soit ils accueillent ça comme une concurrence forte, ou soit ils continuent aussi à se chamailler entre eux. Mais évidemment, là, ça pose des véritables questions. C'est-à-dire que cette transition plutôt économique qu'on essaie d'éviter de voir en conservant ces marchés, on ne se rend évidemment pas compte, ou on ne veut pas voir qu'elle va arriver quoi qu'il arrive d'ailleurs. On a un exemple qui est très clair avec Uber, par exemple. Il y a aussi Alibaba. Alibaba qui, en Chine, a développé des modèles de distribution alimentaire qui sont hallucinants, qui sont d'une efficacité redoutable, qui vont proposer quelque chose aux consommateurs qui est ultra innovant. Donc évidemment, ce qui va arriver, ça va faire trembler en fait des centaines de milliers d'emplois en France. Ça va en créer d'autres, évidemment, parce que ces entreprises vont en créer d'autres. Mais les acteurs institutionnels, les acteurs qui sont déjà implantés depuis de très nombreuses années en France et qui sont souvent même à l'initiative de ces modèles-là, vont avoir effectivement de grandes difficultés à s'adapter. Ces 30 dernières années, les acteurs on va dire, historiques se sont toujours positionnés sur le low cost et le discount. Et donc, ils vont arriver face à des gens qui vont pouvoir les concurrencer de façon absolument incroyable. Parce que lorsque vous avez 100 000 salariés pour faire tourner une belle boîte qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires et que vous avez quelqu'un qui va débarquer avec 30 000 salariés, il va faire le même chiffre d'affaires, eh bien en fait, vous avez 70 000 salariés en trop. Johan, quels sont les retours sur investissement pour vos clients partenaires et quel est le but de leur démarche ? Alors justement, et c'est extrêmement intéressant de dire partenaire puisque nous ne considérons pas avoir des clients aujourd'hui, puisque le rapport fournisseur-prestataire, client, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne rime pas grand-chose pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une plaquette toute faite avec notre offre de notre proposition, puisque ça n'aurait aucun sens aujourd'hui de travailler dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, nous cherchons des partenaires, des entreprises qui ont compris ce que nous pouvions leur apporter, et avec lesquels nous allons construire demain, à la fois selon leur identité propre, leur culture d'entreprise, et pour les servir au mieux afin justement d'entamer cette transition environnementale et économique. C'est essentiellement ce que nous faisons aujourd'hui dans l'agroalimentaire, dans le retail, dans le logement et dans le tertiaire. Ce sont des approches que nous continuons et que nous allons souhaiter continuer à construire avec nos partenaires historiques, puisque nous avons certains qui nous suivent depuis le début, et ceux qui vont arriver. Je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la chance, ou en tout cas tous ceux avec qui on a eu l'occasion de travailler, puisque ce sont quand même des dynamiques qui sont particulières, ont compris ce qu'on pouvait leur apporter. Évidemment, on ne leur a pas apporté les choses comme ils pensaient pouvoir les acheter initialement, mais au final, tout le monde sort gagnant de ces rapports-là. Tout le monde sort en fait grandi, et puis également avec une vision qui permet de se construire sur 5, 10, 15, 20, 30 ans. Sur une démarche aujourd'hui qui vise effectivement la mission que nous nous sommes donnée, celle de valoriser les ressources, de faire une transition environnementale dans la douceur et non anxiogène, et travailler sur une alimentation saine et de qualité et accessible. Voilà. Donc à partir de là, aujourd'hui, nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, évidemment.
même les acteurs les plus importants, hein, même des acteurs qui sont historiquement peut-être pas forcément bien vus dans le domaine de l'environnement, mais je pense qu'aujourd'hui c'est l'affaire de tout le monde, la transition, c'est quelque chose qui doit convenir tout le monde, et effectivement, ce sont aussi, dans chaque entreprise, ce sont des salariés, ce sont des humains, ce sont des gens qui ont aussi envie de vivre sur cette planète de façon agréable, en mangeant bien et en dormant bien, et je les comprends, je veux faire la même chose, et pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions, et effectivement, il faut qu'on prenne les choses aujourd'hui en main, concrètement, et qu'on puisse effectivement affronter le monde dans lequel on est en train d'entrer. Comment ça se passe chez Nexity et Unibail ? Chez Nexity et Unibail, il se passe des choses assez fabuleuses, puisque nous avons développé une logique qui est une proposition qui est totalement innovante, c'est les bureaux bioclimatiques. Donc nous sommes partis d'une exploitation maraîchère et nous sommes arrivés à des bureaux bioclimatiques. Pourquoi ? Puisque certaines entreprises comme Nexity ou Unibail ont des bureaux avec des espaces résiduels, type des terrasses. Ces terrasses-là, en fait, nous les avons équipées avec nos supports de culture. Nous avons créé des cocons dans lesquels nous sommes bien pour faire une réunion, pour travailler, pour faire du coworking, pour se détendre, pour aussi créer des choses, créer de la valeur, c'est-à-dire, je vais vous expliquer juste après, c'est-à-dire que par exemple sur Nexity, il y a quelques jours, on a créé un événement où un chef, Daniel Baratier des Déserteurs, est venu sur place prendre les récoltes et a montré une recette aux collaborateurs pour qu'ils puissent à la fois apprendre comment est-ce qu'on fait des recettes avec des produits qui poussent dans le jardin, mais également comment est-ce qu'on fait une recette avec des produits simples, basiques et en même temps extrêmement goûtus, avec un produit vraiment une sorte de qualité sur le plat qui est sorti, une esthétique extrêmement intéressante, et sur le bien manger, c'est-à-dire en travaillant aussi sur l'équilibre alimentaire de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui se fait grâce à des environnements comme ceux que nous créons. Puisqu'effectivement, ce n'est comme je le disais tout à l'heure, nous sommes qu'un trait d'union. Mais ce trait d'union, nous comptons l'affirmer et faire en sorte qu'il soit efficace sur des échelles tout à fait différentes. C'est l'avenir, c'est-à-dire que moi je suis convaincu que demain, les personnes qui entretiennent les espaces verts, c'est une source de plaisir et de bonheur formidable. Et nous n'avons qu'une envie, c'est que chaque collaborateur, chaque usager de bâtiment puisse avoir accès à ces paradis de verdure. Il y a la vue, certes, mais il y a un environnement de verdure qui est complètement incroyable. Et le fait que notre approche sur la végétalisation et la production alimentaire soit un petit peu particulière, puisque nous ne sommes pas au sol, mais nous sommes un petit peu à la verticale, crée en fait un décalage qui prend un peu un contre-pied et qui crée en fait un nouveau territoire, si vous voulez. Un nouveau territoire pour l'imagination et aussi pour l'émerveillement. Johan, quel est votre axe de développement sur les 3 prochaines années ? Notre axe de développement pour les 3 prochaines années, c'est d'affirmer nos partenariats avec des entreprises sur lesquelles nous pouvons compter, puisqu'il faut beaucoup de bienveillance pour faire grandir sous les fraises. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui est profondément respectueuse de l'environnement, qui a des valeurs très importantes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est obligé d'avoir une sorte de bienveillance quasiment continue de la part des territoires qui nous accueillent, tout simplement pour qu'on puisse continuer à leur proposer des choses innovantes, continuer à affiner en fait notre approche, puisqu'effectivement, on est au tout début de quelque chose qui va pouvoir nous porter sur de très nombreuses années, et qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui être mis en concurrence sur des simples histoires de prix, par exemple. Puisque on n'est pas des vendeurs de matériel, on n'est pas des vendeurs de choses qui vont pouvoir se remplacer dans le temps, on ne fait pas d'obsolescence programmée, on fait pas tout ce qui est ici, c'est fait pour durer. Donc aujourd'hui, on a besoin de bienveillance, on a besoin de proposer des nouveaux services, on a besoin de proposer des nouvelles productions, on a besoin d'affiner aussi nos approches sur les produits que nous faisons, puisque chaque année, nous avons de nouveaux produits, chaque année, nos chefs nous font des retours sur qu'est-ce que je voudrais l'année prochaine, et donc tout ça, ça demande beaucoup de temps. Donc c'est vrai que ce temps-là, on a besoin de l'avoir, et pour l'avoir, il faut avoir une relation de confiance avec nos clients. Et qu'au quotidien, ils continuent à nous écouter pour que justement, avec eux, on puisse travailler. C'est une réalité en fait. C'est qu'on continue à travailler avec eux pour construire en fait demain. On n'a pas de solution toute faite, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de plaquettes à vendre. Mais par contre, on a une véritable connaissance, une véritable aussi envie et bienveillance aussi envers tout le monde pour que justement on puisse construire ensemble des services, des produits, des nouveaux usages, pour que la ville soit différente demain et également que les entreprises avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui puissent continuer à grandir. C'est notre objectif, c'est notre souhait et c'est celui que nous allons poursuivre dans les 3 prochaines années. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui en train de préparer une levée de fonds et lorsque cette levée de fonds sera réalisée, nous irons voir BPI pour leur présenter notre travail et travailler avec eux dans le développement de notre entreprise.
Voilà, on commence à avoir des propositions sérieuses. Une levée de fonds, c'est épuisant. Réellement, dans la construction d'une entreprise, c'est vraiment quelque chose de très particulier, puisque lorsque vous avez une entreprise qui est déjà en activité, qui est en train de se construire, donc elle a besoin de fonds. Jusqu'à présent, nous sommes autofinancés, donc il y a une logique effectivement qui veut qu'on a toujours été un petit peu au plus près de nos dépenses. Aujourd'hui, on sent qu'on a besoin de créer un peu plus d'emplois pour pouvoir en fait atteindre notre étape de la création d'entreprise. Et c'est vrai que la levée de fonds s'impose. Elle s'impose aussi avec des acteurs, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui non plus avec nous, donc il faut aussi des acteurs bienveillants, ce qui n'est pas la mission première en fait d'un fonds d'investissement, clairement pas. Par contre, d'avoir des fonds d'investissement qui comprennent un business model comme celui qu'on est en train de développer et qui souhaitent en fait investir sur la base de ce business model, ça c'est des choses que nous sommes prêts à accepter évidemment, et sur lesquelles en fait nous allons nous tenir à ce que justement ce business model soit respecté à partir du moment où ça sera signé. Donc je ne suis pas tellement inquiet sur le fait de trouver des investisseurs. Des investisseurs bienveillants, nous en avons identifié un certain nombre. Et aujourd'hui, ça va être de finaliser ça avec eux dans les semaines qui viennent, le plus vite possible. Il faut vraiment saisir dans Sous les fraises, c'est que ce n'est pas uniquement une technologie. C'est une technologie, c'est une philosophie de vie, c'est une approche en fait sur la gestion des ressources, mais c'est aussi une profonde connaissance de la construction de la ville. On est aussi urbaniste, on est architecte, on est ingénieur, on est agronome, on est biologiste. On connaît le vivant, mais on connaît aussi la fabrique de la ville. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de notre entreprise, puisque lorsque on travaille avec des professionnels de l'immobilier, qu'on travaille avec des professionnels de l'agroalimentaire, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on leur apporte, et on sait comment est-ce qu'on construit la ville de demain. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre téléphone sonne régulièrement, et ce sont des professionnels de l'immobilier ou des professionnels de l'agroalimentaire qui nous appellent. On a besoin d'une vision, on a besoin d'innovation. Et c'est nous qu'on vient chercher. La plupart de nos clients viennent nous chercher parce qu'en fait, ils ont senti chez nous qu'on faisait les choses différemment. Donc on n'est pas évidemment pas des vendeurs de produits. On construit en fait une vie. On construit en fait un axe de vie. On construit en fait des interactions qui vont pouvoir générer des emplois, qui vont pouvoir générer de la valeur. On est dans la fabrique de la ville, clairement. Sauf que le souci qu'on avait, parce qu'on n'est pas les seuls à être dans la fabrique de la ville évidemment, mais ce que nous avons identifié clairement comme une limite, c'est que lorsqu'on est dans la fabrique de la ville, mais uniquement dans la partie intellect, eh bien, ça ne se traduit jamais par du concret. Parce qu'en fait, si on confie à d'autres le fait de devoir réaliser ce qui a été pensé, on tombe en fait sur des personnes qui ne partagent pas nécessairement en fait, la même position. Ce qui est quasiment normal en fait. Et c'est pour ça que nous, Sous les fraises, c'est définitivement en fait, basé sur nous sommes à la conception, mais nous sommes aussi à l'exploitation. Comme ça, ce qui a été pensé avec des valeurs se traduit par des actes et quelque chose de concret avec ces valeurs. Et c'est là où notre entreprise a besoin de beaucoup de bienveillance parce qu'on est fragile à ce niveau-là. Bon, notre précédente invitée était Valentine de Ganay, des Jardins de Courrance. Vous êtes tous deux en partenariat avec des chefs, deux acteurs évidemment, du bien manger, avec deux méthodes si différentes, mais un même objectif, nourrir Paris. Valentine, elle parle d'impossibilité de rentabiliser une ferme bio si, je la cite, le fermier n'a pas le cul sur son tracteur, qu'il ne compte pas son temps et que sa femme travaille avec lui sans rémunération. La réponse, elle est simple en fait. Je pense que tous les propriétaires terriens doivent abandonner leurs terres, clairement. Et aujourd'hui, pour faire une agriculture durable, qui puisse se développer durablement, qui puisse avoir de la qualité, il faut pouvoir travailler son sol. Et c'est effectivement, c'est à peu près 2 à 3 hectares que 1 à 2 personnes peuvent générer suffisamment de ressources pour eux, mais pas plus. C'est-à-dire que dès que vous gardez 2 à personnes et que vous voulez grandir, en fait, il faut créer une structure qui va être beaucoup plus importante, donc il faut investir plus, et il faut ensuite forcément faire des sacrifices sur la façon dont on travaille. C'est pour ça que je trouvais que le maraîchage bio c'était génial au début, puisqu'effectivement, et ça l'est encore parce qu'il y a des gens qui le font, c'est que vous avez jusqu'à 5 hectares maximum. Enfin, maximum. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 hectares, vous êtes 2, et puis là vous pouvez commencer à travailler. Vous avez 3 hectares qui vont vous servir vraiment de production, 2 autres hectares qui peuvent servir des petites choses, mais au-delà, c'est impossible. En fait, ça ne marche pas en fait. Et c'est pour ça que tous les propriétaires terriens, c'est tant qu'on sera dans une logique de propriétaires terriens qui voudront avoir soit des métayers, ce qui ne marchera plus non plus, c'est fini ce temps-là, c'est clair. Aujourd'hui, on travaille pour sa pomme et c'est tout, quoi. Et surtout, cette échelle dont je viens de vous parler, en fait, vous permet de ne pas faire de trop gros investissements.
donc de ne pas être dépendant de crédit, donc de ne pas être dépendant de remboursement, donc de ne pas faire en fait rentrer dans la logique qui a flingué la plupart des agriculteurs ces dernières années. Le seul avenir pour l'agriculture aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui veulent travailler la terre, c'est sûr, mais c'est évidemment le fait de pouvoir avoir un lopin de terre pas trop grand. On ne peut pas développer une agriculture saine si on a trop de surface. Nous, on est sur des 1000-1500 mètres carrés, et là on est en train de penser à avoir des exploitants sur chaque site. 1500, on n'est pas sur 2-3 hectares. Et sans ça, ça ne marche pas. Sous les fraises ne sera jamais une super entreprise de l'agroalimentaire avec, avec 5 personnes pour des milliers d'hectares. En fait, on serait obligé de faire des choses qu'on ne veut pas faire aujourd'hui. C'est tout. Parce que pour faire des produits de qualité, il faut être proche de sa terre, il faut la comprendre, il faut la connaître, il faut savoir quand les ravageurs sont là, il ne faut pas traiter parce qu'on ne sait jamais au cas où ils viennent, on traite. Parce qu'effectivement, si vous avez 614 arbres, vous n'avez pas le nez à côté de chaque carotte. Et c'est ça qui aujourd'hui est essentiel. Et tant que des personnes souhaiteront créer des grosses masses, en fait, on n'arrivera jamais à un résultat cohérent. Impossible. C'est compliqué de développer une alimentation de proximité et de qualité si les gens qui travaillent la terre, le travail ne leur revient pas à eux directement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des grosses... Nous, c'est impossible. Hein. Si demain, on se mettait à se dire bon, en fait, on va plutôt prendre des salariés au lieu d'avoir des gens autonomes, pourquoi pas? Sauf que si ce n'est pas votre terre, ce n'est pas votre travail, vous êtes beaucoup moins motivé pour vous lever à 5h du matin, par exemple. Quand il faut y aller, vous ne le faites pas. Vous dites, bah non, moi aujourd'hui, repos. Sauf que voilà, il y a tout un champ qui est en train de crever. Alors, une inspiration, ce que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir accueillir toutes les personnes qui nous sollicitent sur le toit, soit du BHV, soit des Galeries Lafayette Haussmann. Je pense qu'il y a une vraie ouverture aujourd'hui pour que ces territoires soient partagés. Donc, un secret, c'est de pouvoir nous écrire. Et nous, régulièrement, nous proposons en fait aux personnes qui souhaitent découvrir une petite invitation pour qu'ils puissent venir voir ce qui se passe sur le toit. Alors évidemment, il n'y en a pas pour tous les temps pour tout le monde, mais on essaie de satisfaire le plus de personnes possible.